Cette semaine, à Vidéoterreur, un invité spécial, Pierre Turcotte, nous présente le maître du suspense, Alfred Hitchcock. J'avais le goût de faire une émission sur Hitchcock. Fait que là, on va un peu inverser les rôles pour cette émission-là. Et je vous avertis tout de suite, Alfred Hitchcock a eu une carrière hallucinamment remplie. Donc, on ne sera pas capable de faire le tour de sa vie. Non, malheureusement. Mais en fait, Pierre, je voudrais qu'on commence un peu avec, tu sais, je dirais, qu'est-ce qui rend ce cinéaste-là, je dirais, si mythique, là, parce que c'est un monstre du cinéma, là. Mais il y a plusieurs aspects qui vont rendre son cinéma mythique. On va parler de certains de ses films au travers. On n'aura pas le temps de parler de tous ses films. Premièrement, ben, lui, il est né au 19e siècle. Okay? Il est né en 1899 à Leytonstone, un 13 août, puis il est mort en 1980. Donc, il a quand même eu une vie assez longue. Chose à noter, c'est que son premier film, c'est du cinéma muet. Mm-hmm. Donc, on n'est même pas encore dans le cinéma contemporain. D'ailleurs, c'est lui qui va réaliser le premier film parlant britannique, Blackmail, en 1929, ce qui va être son deuxième film. Il va avoir réalisé Les Cheveux d'or en 1927, qui va être un film muet. Donc, déjà là, ça a une caractéristique assez surprenante. Autre chose, c'est qu'il va amener énormément d'innovation technique. Mm-hmm. Okay. Ça, ben, je pense que c'est important. J'en ai quelques-unes là, que je vais vous énumérer. Et l'autre chose qui va le mettre le plus sur la carte, c'est qu'Hitchcock, on le reconnaît. Ouais. On le connaît pour deux choses particulières. Premièrement, il va faire des caméos, des apparitions, des fois très brèves, des fois très longues, des fois c'est juste son ombre, des fois... Des fois, je pense qu'il est au téléphone public. Exactement. C'est des petites scènes rapides. Des petites scènes rapides, fait qu'on le voit dans tous ses films. Et pendant longtemps, il va avoir des émissions à la télévision. Il y en a deux principales, là, Alfred Hitchcock présente et The Alfred Hitchcock Hour, qui est un peu le même genre, où on va présenter des épisodes indépendants d'histoires de suspense, d'horreur, etc. Puis ça a quand même duré de 1955 à 1965. Donc, c'est les débuts de la télé. On n'a pas 10 000 postes, mais on a cette émission-là où on voit un réalisateur présenter des films et qui est associé d'ailleurs à des films très célèbres. Tu sais, au Québec, là, je t'arrête 30 secondes, mais au Québec, là, les gens qui nous écoutent, d'un certain âge, là, disons ça comme ça a été traduit Alfred Hitchcock présente. Là. Oui. Moi, je me rappelle jeune, on voit Alfred Hitchcock avec un accent un peu anglais, bonsoir, tu sais, mais ça a passé au Québec, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il est connu, je veux dire, mondialement pour tout ce qu'il a fait. Exemple d'innovation technique, en fait. Il va faire un des premiers à avoir fait des longs plans séquences. Dans The Rope, en 1948, on va même tenter de créer l'illusion que le film est un long plan séquence, ce qui n'est pas vrai. Il va tricher, il va utiliser des coupures subtiles pour masquer les transitions entre les scènes. Mais quand on écoute le film, puis à l'époque, on nous disait, non, c'est un long plan séquence. On était là, waouh, mais c'est fantastique, personne n'est capable de faire ça. Bon, il avait triché, mais en même temps, il nous donnait cette impression-là. Fait que déjà là, on crée... Puis tu sais, je t'arrête 30 secondes, mais pour les gens qui ne savent pas un plan séquence, c'est quoi? En fait, c'est une scène, là, on va filmer en continu, là. On va avoir l'impression que la caméra n'arrête pas, là. C'est de ça qu'on parle, en fait. Oui, c'est ça. Fait que déjà là, pour l'époque, là, on est en 1948 quand on fait The Rope. Wow. On va avoir aussi ces mises en scène, hein, ces mises en scène très innovantes avec des plans de caméra qu'on a rarement vus, inhabituels, qui créent une atmosphère. Donc, il va toujours tenter de repousser les limites. On peut penser, entre autres, à Vertigo en 1958, qui est un de ses chefs-d'œuvre, en fait, où on va utiliser beaucoup de plans de caméra très subtils, très étranges. En fait, des plans qu'on a rarement vus chez les réalisateurs contemporains. Ouais, puis peut-être les gens qui ne savent pas un peu, dans Vertigo, en fait, on a un moment donné où on a l'impression que la caméra s'avance sur le personnage, mais que le fond recule. Ouais. Que ça crée une espèce d'un peu de côté désorientant. Là. C'est devenu, je dirais, un effet là, de cinéma là, relativement classique. Mais on parle d'innovation effectivement à ce niveau-là. Là. Oui, puis on comprenait pas comment il réussissait à faire ça, en fait. Là. Mais c'est parce qu'il faisait, mettons, un focus avant, un focus arrière en faisant avancer la caméra. Donc, ça créait les deux effets en même temps.
Ça aussi, c'est une innovation technique très intéressante. Autre innovation dont on ne peut pas passer à côté, c'est l'utilisation de la musique. On en a parlé plus récemment dans une de nos émissions sur la musique dans les films. Bon, Psychose est un exemple frappant avec son travail, entre autres sa collaboration avec Bernard Herrmann. La musique, donc la scène de la douche, mon Dieu Seigneur, on l'entend encore, on en parlait, on l'entend encore. Mais il va aussi se remettre en question. Parce que si vous vous rappelez le film Les Oiseaux en 1963, qu'est-ce qui le caractérise? C'est qu'il n'y a aucune musique. Donc, on va jouer aussi avec les codes. Donc, on va rendre ça inquiétant à un autre niveau. Donc, il va être très créatif dans aussi les techniques de suspense. Tu sais, dans Psychose, ce qu'on nous présente au début du film, c'est Janet Leigh, la mère de Jamie Lee Curtis. Donc, il y avait quelque chose, il y avait des liens en fait, dans les films d'horreur. C'était prédestiné. Oui, mais qui était une grande actrice à l'époque. Et c'est elle qui a le rôle principal. Et au bout de 20 minutes, une demi-heure, elle est morte. Ouais. Ça, c'était un grand choc. On ne tuait pas à l'époque les acteurs principaux d'un film. Tout à fait. C'est peut-être un comparatif pour les gens. Imaginez, mettons, Indiana Jones, puis après 20 minutes, là, Indiana Jones meurt. Ouais. Là, on ne sait plus à qui ça, je dirais, sur qui on va s'accrocher. Là. Il n'y a plus d'identification possible à ce moment-là. Exactement, parce que c'est ça que ça sert, le personnage principal. En fait, c'est un peu le regard du public. Et là, c'est comme si on assassinait notre regard public, finalement, pour comprendre que c'était pas elle, là, le personnage principal, mais au départ, on n'est pas capable. Et il faut savoir aussi que Psychose, c'est une adaptation d'un roman de Robert Bloch, qui était... qui faisait partie qui était un ami de Lovecraft à l'époque, le Calem Club, tout ça. Mais donc, on va reprendre cette histoire-là, puis on va la mettre en scène. C'était aussi quelque chose de relativement innovant, parce que, les romans d'horreur à cette époque-là, on les voyait peu. Il y avait, Dracula, Frankenstein qui avait été mis, mais qui datait de notre époque. C'était plus l'utilisation de littérature classique. Là. Exactement. On n'était pas nécessairement dans des histoires contemporaines. Blackmail, 1929... là, on va exploiter aussi le son parce que comme on est dans les premières fois où on fait du cinéma parlant, c'est aussi la première fois qu'on va entendre le cri d'une victime. Non, mais le cri de mort. Tu sais, c'est aussi quelque chose parce que dans les scènes de meurtre, donc avec le cri ou les effets de mettre des sons très forts à travers un dialogue, ça va amener aussi un choc. Donc, c'est là où on va vraiment commencer à jouer avec les codes du suspense. Parce qu'en 1929, on n'est pas surexposé à tout ça. Exactement. C'est peut-être la première fois qu'on l'entend aussi, là, je veux dire, parce que dans ce temps, à l'époque, si peut-être au théâtre, mais si on l'entend, c'est dans la vraie vie. Là, c'est une des rares fois qu'on entend ça au cinéma. Ben oui, absolument, absolument. Un film que je sais que tu aimes beaucoup, Fenêtre sur cour, 1954. Donc là, on va créer l'utilisation de décors construits en studio pour créer comme un sentiment d'isolement. Où on va être comme prisonnier un peu du film. Ça devient intéressant parce qu'il est très angoissant aussi, ce film-là, quand tu l'écoutes. Puis on réalise peut-être pas qu'on est là. Et il va utiliser aussi pour ce film-là des très, très, très longs objectifs. Ce qui fait que ça va créer une intimité avec les personnages parce que la réalité, c'est quand ils vont jouer, l'équipe de tournage va être relativement plus loin. Donc, ça va laisser les acteurs créer une intimité à l'intérieur de ce décor-là. Fait que ça, on voyait pas ça, parce que si vous avez jamais vu de studio, ce qu'on réalise pas, c'est que c'est souvent très petit, puis que la caméra est à 2 pouces de notre face, ou ici, peut-être 6 pouces. Fait que ça aussi, c'était... Ce qui était quand même aussi original de ce film-là, c'est qu'essentiellement, tout se passe dans une pièce. On est dans... En fait, le personnage principal s'est brisé la jambe, puis... En fait, l'histoire, c'est qu'il regarde ses voisins. En regardant ses voisins par la fenêtre, là, il voit des choses. Mais, tu sais... Tout se passe dans une chambre, essentiellement. Là. Absolument. Fait que c'est cette espèce de claustrophobie qu'on tente de créer, d'intimité malsaine. Fait que là, il réussit avec ses moyens techniques. Je pense que le volet aussi intéressant, c'est comme le personnage principal est en chaise roulante avec une jambe cassée, il est prisonnier de son environnement. De son corps, même, à quelque part. Oui, effectivement. Fait qu'on a réussi aussi à créer une espèce d'obligation de rester sur les lieux. Là. Puis on n'est probablement pas dans le temps où il y a des ascenseurs facilement puis des rampes pour handicapés. Fait que ça amène un niveau de suspense intéressant. Là. Oui. Puis l'autre innovation technique qui va amener, c'est au niveau des effets spéciaux.
Parce que aujourd'hui, là, on le sait, là, on a besoin de faire Godzilla, on le fait par ordinateur, le monstre, il détruit un building, écoute, il mange une planète, on peut lui faire n'importe quoi. C'est assez simple. Mais à l'époque, c'était assez complexe. Et d'ailleurs, pour son film Les Oiseaux, en 1963, il va ajouter à l'impact visuel de son film en créant des oiseaux très, très, très réalistes. Pour les multiplier, parce qu'il y avait pu avoir accès à des oiseaux, mais il n'y en avait pas assez à son goût. Fait que là, on a créé beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Puis je sais pas si vous vous rappelez la scène, mais où, on voit la clôture. Là, on se retourne, on revient, il y a 1, 2 corbeaux, là, on s'en revient, il y en a... là. Fait que là, on pouvait faire la multiplication, puis c'était un peu, moi, je trouve, le précurseur des films de zombies, les oiseaux. Ouais. Parce que c'est pas un oiseau tout seul, c'est pas épeurant. Comme un zombie tout seul, tu cours plus vite que lui, man, tu vas le dépasser. C'est la masse. La masse. Fait que ce niveau d'horreur-là aussi, pour moi, ça vient d'Hitchcock avec les oiseaux qui va réussir à nous amener là. C'est tout à fait intéressant. Puis, tu sais, même, je dirais, les oiseaux, c'est un peu le précurseur de tous les films, là, tu sais, Piranha, Alligator, même Jaws, on mettrait là-dedans, où, tu sais, qu'on va appeler un peu quand la nature contre-attaque, là, on peut dire ça comme ça, mais on est là-dedans, là. Absolument, absolument. Puis, ce qui est le fun d'Hitchcock, c'est qu'on n'est pas tant dans l'horreur que dans le suspense. Tout à fait. Tout à fait. Fait que les films sont très regardables par des jeunes enfants, des ados, etc. Mais ça va chercher quelque chose. Ça va chercher la nature malsaine de l'être humain. Le suspense, le trailer, ça le dit. On n'est pas nécessairement dans des gens égorgés ou... probablement que la scène de Psychose dans la douche, c'est probablement sa scène la plus gore, là. Tout à fait, au clairement. bout du compte, on voit rien du tout. On voit l'ombre d'un couteau, on voit du sang qui revole sur un rideau de douche, on voit quelqu'un crier, puis de l'eau qui coule avec du sang dans le bain, tu sais. Donc, tout est suggéré. On crée davantage des ambiances effrayantes que la terreur elle-même. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, je pense que la force d'Hitchcock, c'est la construction de la scène qui va amener une tension. Bon, il y a un film, entre autres, je suis pas sûr du titre exactement, où il y a un cadavre dans une caisse. Puis, bon, il y a des gens autour de la caisse, dont un qui est un policier qui vient interroger. Puis, en fait, la tension de la scène vient du fait que le spectateur sait que dans la caisse, il y a un corps. Ben oui, c'est ça. Mais du point de vue des personnages, en fait, la scène elle-même, il n'y a rien d'épeurant ou il n'y a rien de menaçant. Mais je trouve que c'est la force d'Hitchcock de créer des situations qui sont génératrices de tension puis de suspense, mais c'est rien de visuel fort. Ben oui, on peut dire avec Psychose ou à la rigueur les oiseaux, là, mais c'est un maître de la construction du suspense. Il était je pense qu'il comprenait très bien la relation entre l'image puis le spectateur. Il savait comment affecter le spectateur. Oui, j'aimerais ça le rencontrer parce que clairement, il y avait des notions de psychologie humaine parce qu'il comprenait en fait comment la peur se créait. Parce que en grande majorité du temps, c'est notre cerveau qui nous fait peur nous-mêmes. Descends dans la cave, il n'y a pas de lumière, descends dans la cave, là tu descends, t'es comme bien stressé, tu ouvres la lumière, t'as plus aucun stress, en fait, c'est ta peur un peu de l'inconnu, de pas voir, qui t'amène, puis il avait vraiment très bien compris ce mécanisme-là chez l'être humain. Puis même encore, on parle des repères, enlever le repère du personnage principal parce qu'il meurt déstabilisé. Sa force, c'est vraiment, justement, je pense, la construction des scènes, du scénario. Tout est là, parce que, bon, oui, il a fait des plans extraordinaires, mais il y avait vraiment un génie au niveau, justement, là, de faire réagir, de cibler vraiment le spectateur. Ben moi, je pense que c'est le cas type, je vais appeler du réalisateur parfait, ou du premier à l'avoir atteint, dans le sens où il n'y a rien qui est laissé au hasard. Effectivement. Sa direction photo est hallucinante. Ses cadrages, ses scénarios, le jeu des acteurs, Cary Grant, Bergman, Janet Leigh, en tout cas, bref, il va faire le tour. Fait que le jeu va être appuyé, il va penser à la musique, à la sonorité, il va comprendre l'esprit humain. Donc, on est là. Tu sais, quand on pense aux grands réalisateurs, que ce soit Coppola, Spielberg, Kubrick, Scorsese, même Tarantino aujourd'hui, qu'on a le droit de pas aimer au niveau des choix de genre, mais où il n'y a rien qui est laissé au hasard. En fait, c'est des cinéastes délibérés. La démarche est réfléchie, il n'y a rien d'improvisé. On voit qu'il y a une construction,
il y a une démarche avant d'être filmé, puis c'est précis, là, c'est méticuleux. Oui, puis de réaliser que lui, il vient comme d'un cinéma d'une autre époque, là, quand tu dis qu'il a fait du cinéma muet, puis que son dernier film est dans les années 70, il a une longue carrière. C'est certain qu'à la fin de sa carrière, il est sorti un peu des traces du suspense, de l'angoisse, du thriller, puis il se l'est fait dire, en fait. T'sais, sa marque était tellement forte que les gens avaient comme de la misère à apprécier des films où il essayait de toucher. D'aller ailleurs. Quand il essayait d'aller ailleurs. On a le temps, on va faire un petit tour de ces films, en fait, peut-être les plus... marquants, les plus marquants. Je vais commencer avec The Pleasure Garden, 1925. Pas qu'il est un film important nécessairement, mais ça reste son premier film, film muet. Donc, mais déjà là, on exploite l'histoire de deux danseuses de musical où on est sur des trames de jalousie, de trahison. Donc, on est déjà un peu là-dedans. Je dirais pas le macabre, mais le macabre au sens de la nouvelle, là, de la nouvelle noire, du roman noir, à ce niveau-là. Il va faire un autre film muet, mais on s'en va en 1929 avec Blackmail, parce que premier long métrage parlant. Encore là, une jeune femme se retrouve impliquée dans une histoire de meurtre. Donc là, c'est la première fois que le son va arriver à créer une tension cinématographique. Ça, c'est vraiment important. Et il faut savoir que ce film-là, il y a une particularité, parce qu'il y a une version muette. Parce qu'à l'époque, c'est pas tous les cinémas qui étaient capables de passer des bandes avec le son. Tout à fait. Ben oui, vu que c'est une nouvelle technologie, c'est ça. Le cinéma de région a probablement pas accès à ça, donc on a besoin d'une version muette. Exactement. Fait que c'est quand même intéressant. Toute la fascination avec la loi aussi, on voit beaucoup souvent les policiers, les enquêtes. On peut déjà voir ça en 1930 dans son film Murder, où on est beaucoup dans un espace de cour de justice. Et là, on va beaucoup être dans la psychologie des témoins. Fait que c'est pas tellement épeurant, mais déjà, on rentre dans quelque chose, tu sais, au niveau de la véracité qui dit vrai, le jeu des avocats. Fait que déjà là aussi, on en a vu beaucoup des films à ce niveau-là. 1935, de 39 Steps, qu'on va qualifier de thriller d'espionnage, qui va avoir vraiment une longue vie, thriller d'espionnage, surtout à partir de la guerre froide. Tout à fait. Où on n'a qu'à penser à James Bond, mais rappelez-vous toutes les films d'espionnage, Mission Impossible, etc. À partir des années 60, on va en avoir énormément, mais c'est quand même déjà là, il va toucher à ça. Rebecca, 1940, adaptation du roman de Daphné de Maurier. Important parce que c'est son premier Oscar. Qui va remporter. Puis c'est l'histoire d'un mariage complexe entre une femme et un réalisateur majeur d'Hollywood. Donc on sent que... Quelques éléments autobiographiques. Éléments autobiographiques. On en a sauté quelques-uns pour arriver à Rope en 1948 parce que là, déjà là, j'en parlais, on fait la tentative de créer ou de nous faire croire qu'on aura un long plan séquence. Donc c'est le travail beaucoup dans la continuité narrative. Il faut savoir que d'un plan séquence, si je passe là, puis que un peu plus tard, t'es encore là, mais habillé différemment. Toi, il faut que tu aies eu le temps de te changer, de te placer. C'est extrêmement technique à faire, mais il faut avoir une continuité dans tout ce qu'on fait, de l'éclairage, etc. Donc, techniquement, c'est beaucoup plus difficile à achever. Ben oui. 1951, Stranger on a Train, qui est adapté du roman de Patricia Highsmith. Là, on est entre l'étrange, l'idée aussi de chasser croisante des personnages pour essayer de comprendre une histoire de meurtre. Beaucoup dans l'ambiguïté, et c'est là où on qualifie, entre autres, les spécialistes que je ne suis pas, jette les bases du style Hitchcock. Dans le thriller, le suspense, c'est là où on va vraiment commencer à l'associer. Et après ça, ça va être son bain puis son beurre. 1954, Dial M for Murder, qui est basé sur une pièce de théâtre. Il y a eu un remake aussi, je pense, dans les années début 2000, si ma mémoire est bonne. Oui, absolument. Puis il va tenter de créer une expérience beaucoup plus immersive en utilisant un peu le rapport avec la profondeur du champ. Mais il existe une version 3D de ça. Oui, qui a été faite parce que lui, il l'avait réfléchi comme ça. Mais déjà, là, on est en 1954. Oui, mais là, c'est ça. On n'est pas loin du IMAX. Là. Quand tu parles de prouesse technique puis d'être un précurseur, le 3D, on est dans les premières années où ça existe. Là. Moi, je l'ai vu, la version 3D. Parce qu'elle a été, il y a une couple d'années, refaite en Blu-ray. Elle a été reconvertie. Là.
Mais c'est super intéressant, là, tu sais, puis 55, c'est quand même pas rien. Ben non. Après ça, la même année, Rear Window, donc Fenêtre sur cour. Comme 2 gros films dans la même année. Là. Ben oui. Écoute, lui, il est acclamé pour son utilisation inventive de la mise en scène puis du point de vue, en fait, narratif, comme on l'expliquait un peu plus tôt dans les prouesses techniques. To Catch a Thief en 55. Cary Grant, Grace Kelly. Est-ce que tu sais... Non, mais déjà là, on parlait... On peut pas se tromper. Histoire de vol de bijoux, etc. The Men Who Knew Too Much, 1956. Ouais. Où il va, en fait, revisiter à quelque part... l'histoire d'enlèvement, les ramifications internationales, les mafias. Tu sais, il a ratissé large, plus qu'on pense des fois. Vertigo 58, qui est, selon moi, son plus grand chef-d'œuvre. Là. James Stewart, Kim Novak. C'est un homme qui souffre de vertige et c'est là où on va faire beaucoup de prouesses techniques. On en parlait tantôt là, avec l'avancement des champs. Puis un scénario complexe aussi. Très complexe. On joue beaucoup dans la santé mentale parce qu'on va associer les troubles de vertige à des problématiques cognitives, de compréhension de la réalité. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment un thriller psychologique. Là, on est là-dedans. L'obsession de l'identité, etc. North par Northwest, 1959, La mort aux trousses, avec Cary Grant encore, qui doit être probablement son film le plus spectaculaire. À se rappeler l'avion... Dans le champ. L'avion dans le champ, la poursuite sur les monts Rushmore, etc. Donc, on est vraiment là, on sort du cadre plus studio. Là, on tombe un peu dans le cinéma un peu plus grandiose, à grand déploiement. Là. Oui, là, on sent qu'il y a plus de budget et sa renommée est faite. 1960, probablement son film le plus marquant, Psychose, adaptation du film de Robert Bloch. Pourquoi on l'a évoqué à de nombreuses reprises? Mais il y a un élément aussi, je pense, tu me diras, je me trompe, mais là, tu sais, les gens qui connaissent peut-être pas Hitchcock, clairement, vous devez le connaître davantage. Mais tu sais, si on regarde, là, ça fait un bout là, qu'Hitchcock fait de la couleur. Là. Absolument. Puis là, c'est pas une question de budget. Là. Avec Psychose, on retombe au noir et blanc. Là. Fait qu'allez pas penser que c'était l'époque du film où couramment noir et blanc. Là. Il fait de la couleur depuis les années 50. Là. Oui, c'est ça. Vraiment. Puis c'est un choix esthétique, en fait, le noir et blanc. Très efficace, entre autres pour la scène. T'sais, tout ce qu'il y a au niveau du sang, c'est très intéressant parce que le noir et blanc amène que, ben écoute, on sait pas, on la voit pas la couleur, on la perçoit pas. Puis question justement sans réponse, là, je sais pas si tu le sais, mais je sais pas s'il y a une réponse, mais crois-tu qu'avec les codes de censure de l'époque, si ça avait été en couleur, ça aurait passé, ou il y a eu une certaine nécessité aussi de recourir au noir et blanc pour rendre ça quand même acceptable, là? Parce que tu sais, la scène de la douche, mets-la en couleur, là. C'est pas ça que ça passe. Je suis pas sûr que ça passe, moi. Tu sais, je pense qu'il a flirté sur la ligne, qu'il a réussi à flirter sur la ligne de par l'utilisation du noir et blanc. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ben, c'est très, très possible. Parce que ça rend clairement le film plus accessible. Ouais. Je vais fouiller. J'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est vraiment une belle piste. 1953, Les Oiseaux. Si vous avez jamais vu ça, écoutez ça parce qu'après, vous verrez plus les corneilles de la même manière. Non, mais pas vrai, là. C'est vraiment troublant parce qu'il réussit à donner vie à une meute d'oiseaux. Tu sais, c'est vraiment particulier. Puis c'est la peur, l'étrangeté, en fait, tout ça. Marnie, 64, avec, je sais pas si tu connais, Sean Connery. Ça me dit quelque chose. Bon, encore là, une femme aux multiples traumatismes, des multiples secrets. On est encore dans les thèmes de la psychologie. Cortège de la gloire, 1966. Paul Newman, Julie Andrews. Non, mais tu sais, il faisait... on n'allait pas chercher les acteurs bas de gamme. Là. Non, etc. Lui, c'est là où un peu on commence, je dirais pas la chute d'Hitchcock, mais... Là, lui, même s'il y a un grand succès en salle, ce film-là, par la notoriété d'Hitchcock et des acteurs, on va beaucoup lui reprocher de faire, mais voyons donc, c'est pas épeurant, c'est pas thriller, il n'y a pas de suspense. Bon, déjà là. Bon, après ça, Topaz 69, Frenzy en 1972, où là, il revient à un style plus noir, de crime. Déjà, on va parler d'intensité brutale. Allez revoir le film, vous allez mettre des bémols là-dessus. Là. Mais on est en 72. Donc là, on commence. Là, dans 2 ans, va sortir Texas Chainsaw Massacre et le cinéma d'hors va complètement se transformer à partir de ce moment-là. Mais Frenzy en 72, je dirais... Bon, en tout cas, beaucoup présument aussi, parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, en l'Angleterre, mais en Europe, là, je dirais en Italie, le giallo est très important.
Puis, tu sais, de par la construction, Frenzy, je dirais, c'est presque le pendant anglais du giallo. Ouais. Plusieurs ont dit que Hitchcock a voulu aussi voir s'il était capable d'aller, je dirais, un peu se tremper dans le style du giallo avec son film, là. Ouais. Parce qu'on est très proche, là. Oui, quand même. Et il y aura son dernier film en 1976, Complot de famille, basé aussi sur... Il s'inspire beaucoup de la littérature, hein, encore le roman de Victor Canning, où là, on suit un couple de faux médiums impliqués dans une histoire de kidnapping. Il est moins remarqué, mais il témoigne quand même toujours du talent de Hitchcock, qui va décéder 4 ans plus tard. Donc, c'est vraiment un leg gigantesque. Là, on n'a pas pris le temps. En fait, on s'est comme dépêché pour en parler. On aurait pu faire 12 émissions probablement juste sur Hitchcock en décortiquant ses films. Mais je pense que c'est une incursion nécessaire pour comprendre l'horreur contemporaine. Puis si vous les voyez, vous allez peut-être vous dire, ben ouais, déjà vu. Non, on l'avait jamais vu avant Hitchcock. T'sais. Ben effectivement, on peut pas regarder ces films-là, je dirais, nécessairement sans faire quand même une contextualisation avec l'époque. Ouais. Mais c'est encore des films, moi, je trouve, qui vieillissent extrêmement bien. Ah ben oui, parce que, comme je vous dis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Non. Fait que la direction photo est pas cheap, le son est pas cheap, le scénario est intéressant, comment c'est filmé, le jeu des acteurs. C'est sûr qu'on est plus détaché du jeu d'aujourd'hui, parce que, bon, le jeu c'est transformé. Les plans de caméra, beaucoup plus près, la forme des dialogues, la manière dont on s'exprime va avoir changé tout ça. Mais pour l'époque, mon Dieu, on est dans le grand cinéma hollywoodien. Tout à fait. Puis, tu sais, les gens ne savent peut-être pas, mais je veux dire, si on y va au niveau du début du cinéma, en fait, dans les premiers temps du cinéma, ce qu'on fait, c'est qu'on filme des pièces de théâtre parce que les acteurs sont formés au théâtre, sont formés à des scènes relativement statiques. Fait qu'au début, en fait, on fait du théâtre presque à filmer. Puis à un moment donné, il va y avoir un jeu des acteurs là, qui va se construire vraiment pour le cinéma. Mais tu sais, quand on parle d'innovation technique, c'est un peu ça. Là. On sort de la caméra fixe où on filme quelque chose il y a peu de mouvement. T'sais, fait que c'est une progression. On n'arrive pas, encore une fois, au film d'aujourd'hui spontanément. Là. C'est une évolution là, à tous les niveaux. Là. Très longue évolution. Bref, on n'a plus de temps. Mais on aura réussi à parler d'Hitchcock, fait que je suis certain que ça vous a donné le goût d'écouter. Hey, merci Pierre, c'était extrêmement intéressant. Merci à toi Jimmy d'avoir participé à animer un peu l'émission, à changer les rôles. Merci à vous d'avoir été là. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une dernière émission de Vidéo Terreur saison 5. Bonne semaine.